Tout d'abord, Bonsoir. pouvez-vous nous dire qui est l'homme qui s'exprime sur ces images de propagande? Il est présenté par son nom de guerre, donc Aboul Bara, mais donc probablement c'est l'émir ou le chef de l'État islamique au Sahel, qui a aujourd'hui sa province, donc c'est un arabe natif. Son nom de guerre complet c'est Aboul Bara Sahraoui, mais après il peut avoir un nom de guerre sahraoui et être originaire par exemple d'Inaraban au Mali. Mais en tout cas son arabe est très bon. Et sa syntaxe est bonne, donc c'est quelqu'un qui a la langue arabe comme langue native. Pour quelles raisons les djihadistes du groupe État islamique au Grand Sahara publient-ils ces images? Quel est leur objectif? La raison première, c'est de vouer allégeance au nouveau calife, Aboul Hussein. C'est-à-dire c'est à chaque fois que leur chef, donc leur calife, est tué, toutes les provinces de l'État islamique, en l'occurrence celle du Sahel, font des vidéos d'allégeance pour marquer la cohésion du groupe derrière le nouveau chef. Et c'est l'occasion, évidemment, de mettre en avant les capacités qu'ils ont, le nombre de combattants et leur capacité aussi de manœuvre et de présence sur le terrain. Parce qu'on remarque, par exemple, cette fois-ci, que les provinces de l'État islamique où on a vu le plus grand nombre de combattants, la meilleure, entre guillemets, organisation et équipement, sont en Afrique, en l'occurrence la province d'Afrique de l'Ouest, donc au Nigeria, et celle du Sahel, alors que des allégeances d'autres provinces, comme le Sinaï, qui est tombé il y a quelques minutes, sont très timides, avec quelques djihadistes qui voient allégeance, mais sans équipement et sans les nombres importants qu'on a pu voir il y a 48 heures. Cette vidéo de propagande a-t-elle une valeur informative? Évidemment, elle a une grande valeur informative, donc c'est une vidéo de 9 minutes 55 secondes, mais la valeur informative est, encore une fois, dans le nombre, parce qu'on a une démonstration de nombre, on a une démonstration de l'équipement, quel genre d'équipement ils ont, donc évidemment il y a la mitrailleuse simple, il y a les lance-roquettes, il y a des mitrailleuses lourdes, par exemple de 12,7, de 14,5 ou de Zou-23, de 23 mm, donc ça reste de l'armement rudimentaire, il n'y a rien de sophistiqué, mais on constate sur les images qu'on a vues, par exemple, que les 4x4 qu'ils ont, il y en a certains qu'ils ont capturés aux factions Touareg, comme la NSA, d'autres qu'ils ont capturés à Al-Qaïda, et le plus important dans cette démonstration, c'est la capacité de se réunir en nombre sans craindre d'être frappés. Ça veut dire aujourd'hui, il y a de fait une zone d'exclusion aérienne, de par l'interdiction aux armées françaises de voler là-bas par le gouvernement de Bamako, la MINUSMA qui ne peut pas frapper. Donc les djihadistes savent que ce danger qui a toujours existé depuis leur présence au Mali au début des années 2000 n'est plus. Et donc ils peuvent se mouvoir librement et augmenter leur rayon d'action. Ça ne veut pas dire qu'avant, ils ne pouvaient pas le faire, ils pouvaient le faire, mais pas sur des longues durées. Et d'ailleurs, c'est de là, dès que la France a annoncé son départ, que l'État islamique a commencé à grignoter, on va dire, un sanctuaire dans le Ménaka, pour multiples raisons, mais surtout, c'est une zone riche en ressources, etc., et en routes de trafic légaux et illégaux, mais surtout parce qu'il savait qu'il sera prémuni d'une force aérienne qui est donc en l'occurrence française, parce que les autres forces aériennes sur la zone sont inopérantes ou inefficaces ou inexistantes. Wassim Nasr, merci pour ces explications. Je rappelle que vous êtes Merci. l'auteur du livre État islamique, le fait accompli aux éditions Plomb. Ils étaient recherchés